De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Sandrine Gruda. Nous allons bien sûr maintenant revenir sur votre incroyable carrière. On l'a dit, votre père vous a poussé sur les parquets après le décès de votre maman. Lui-même était ancien joueur international. Est-ce que vous étiez attiré par ce sport ou est-ce que c'était d'abord aussi une manière peut-être de vous rapprocher de votre papa et d'essayer de faire sa fierté? Alors, j'étais une fille à papa. Donc, partout où il allait, je le suivais. Qu'il aille à la campagne, j'étais là. Qu'il aille sur les parquets, j'étais aussi présente. Donc, en fait, pour moi, le basket m'est venu comme une évidence. Je n'étais pas obligée. Sincèrement, moi, je ne l'ai pas connu joueur. D'ailleurs, j'ai connu uniquement coach. Et donc, quand je le voyais entraîner cette équipe de filles, je le précise quand même, cette équipe de filles, j'ai voulu faire pareil, en fait. Donc, par mimétisme, je m'y suis mise. Et en fait, j'ai décidé après de m'inscrire et de prendre une licence. Et vous avez tout de suite eu la fibre, enfin vraiment quand vous avez marqué votre premier panier, fait votre premier dribble, vous êtes dit c'est pour moi? Disons que j'avais de belles prédispositions quand même. Enfin, être grande, venir justement d'une famille de basketteurs, mon père qui parlait aussi beaucoup basket à la maison. Enfin, voilà, tout cela conditionne quand même l'enfant et j'aimais beaucoup la camaraderie. J'aimais aussi beaucoup marquer des paniers. Donc voilà, c'était l'amusement d'abord et finalement, de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier. Mais du coup, votre papa vous mettait la pression pour... Non. Non. Ah non, aucune pression. Il m'a D'abord, jamais... le sport comme amusement. Comment? Le sport comme amusement? Comme amusement, alors pas comme amusement, ça faisait quand même partie de mon éducation. Il fallait faire du sport, il fallait faire une activité physique. Donc d'ailleurs, j'ai pas fait que du basket, j'ai fait de l'athlétisme, de la danse traditionnelle, du tir à l'arc, de la GRS aussi beaucoup, mais il fallait avoir une activité physique enfant. Il y avait quand même la notion de performance ou pas? Sans forcément se dire, votre papa se disait peut-être pas, en tout cas pas tout de suite que vous alliez décrocher tous les titres qui existent ou presque, mais voilà, est-ce qu'il y avait déjà un peu cette notion de performance? Si tu vas sur le terrain, tu dois donner le meilleur de toi-même et quand même ramener des résultats. Alors oui et non, c'est vrai que oui, dans mon enseignement, il fallait tout donner, quoi. On ne fait pas les choses à moitié. Quand on y va jusqu'au bout. D'ailleurs, il était hors de question de prendre une licence de basket et de l'interrompre en cours d'année. Ce n'était pas possible. Donc, tout cela faisait qu'à un moment donné, oui, l'engagement faisait déjà partie, on va dire, de cette éducation que j'ai reçue. Mais il n'y avait pas de performance comme gagner absolument ou marquer tant de points. Il n'y avait pas d'objectif aussi précis. En tout cas, un engagement et un talent qui vous mènent dans l'Hexagone à l'âge de 15 ans, on l'a dit, pour rejoindre le CREPS de Toulouse et puis l'INSEP, donc deux instituts qui forment les jeunes espoirs. Comment s'est passée votre acclimatation, tant sur le terrain qu'en dehors du terrain? Alors, mon acclimatation a été lente et plutôt compliquée, j'ai envie de dire, au début, parce que certes, j'avais été retenue pour intégrer CEPOL, mais je n'avais pas forcément le niveau des filles hexagonales. J'étais quand même en retard sur ma formation. J'étais certes très douée physiquement, mais techniquement, c'était assez compliqué. Donc, j'avais quand même des heures d'entraînement supplémentaires, contrairement aux autres filles, pour que justement je puisse retrouver le groupe à ce niveau. Parce que pourtant, à 18 ans, vous devenez joueuse professionnelle lorsque vous êtes à Valenciennes et vous vous faites remarquer face à des joueuses plus expérimentées que vous. Donc finalement, qu'est-ce que vos entraîneurs voient en vous à ce moment-là et comment expliquer aussi que vous avez réussi à rattraper le retard que vous nous expliquez? Alors justement, pendant ces 3 ans de formation, Toulouse et 2 années à l'INSEP, j'ai pu justement faire des entraînements supplémentaires, ce qui m'a permis de tout de suite, parce que je suis une bosseuse, donc je ne rechignais pas quand on me disait reste après les entraînements ou arrive avant les entraînements pour qu'on puisse faire un travail individuel. Donc ça, à ce niveau-là, ça m'a vraiment permis de pouvoir passer des caps. Et d'ailleurs, le reste du crew va peut-être stagner sur leurs acquis, mais c'est vraiment ce qui m'a permis aussi, parce que j'avais des coachs très compétents, il ne faut pas non plus l'oublier, très compétents, et ça me permet justement de pouvoir me distinguer tout de suite. Et puis quand je deviens pro, je suis assez compétitive de nature, donc tout de suite j'ai voulu marquer mon territoire et m'imposer. Vous l'avez dit, vous êtes une bosseuse et c'est aussi ce qui ressort beaucoup du discours de vos coéquipières et des différents staffs techniques qui vous ont accompagné. Vous ne croyez pas au talent? Oui, je pense que c'est le point de départ. Mais ça ne suffit pas? Absolument pas. Absolument pas, non. Il faut travailler. Il faut travailler parce qu'on ne peut jamais se satisfaire de ce que l'on a sur le moment. Alors bien sûr, je parle bien du contexte sportif. Parce que si on transpose ça à autre chose, ça peut ne pas être compatible. Je parle du sportif. Quand on est déjà très talentueux et on se fait remarquer parce qu'on a des compétences qui sont claires
il faut continuer à travailler en fonction de son objectif. Bien sûr, si l'objectif était uniquement de faire de la formation, ok, mais si l'objectif est de devenir pro et de vouloir s'imposer et durer dans le temps, voyager aussi à travers les époques, il faut travailler. On ne peut pas espérer devenir numéro 1 sans travail. Et voyager aussi à travers le monde, puisque donc, on l'a dit, vous avez joué dans le nord de la France, en Russie, aux États-Unis, en Italie. Et je souhaiterais revenir sur votre passage par la Sibérie, alors que vous avez à peine 20 ans. Oui. Vous êtes très loin de chez vous, vous affrontez des températures inférieures à 45 degrés en plein hiver. Et justement, l'équipe technique qui vous entoure est unanime sur votre capacité d'adaptation. Rien ne semble vous ébranler. Non, absolument pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais passé cette transition entre la Martinique et Toulouse, j'étais prête à aller n'importe où dans le monde. J'avais déjà justement compris qu'il fallait que je me détache émotionnellement de la Martinique et puis trouver aussi un rythme et un rituel pour que je puisse rester équilibrée, c'est-à-dire à faire quand même 2 voyages par an pour voir ma famille, me requinquer. À partir du moment où j'ai quitté la Martinique, je pouvais aller nulle part ailleurs. Ça a été la rupture ultime, le gros poil ultime, oui. et après vous pouviez tout encaisser? Exactement, exactement. Et pourtant, votre grand-mère dit que vous l'avez appelé en disant « je veux rentrer ». Oui, à Toulouse. Oui, d'accord. Mais quand je passe justement Le cap de Toulouse. Exactement, le cap de Toulouse, je suis prête à aller partout dans le monde. Mais ma grand-mère, ce coup de fil a été décisif. Il a été décisif parce que j'étais donc prête à rentrer. Je l'appelle elle précisément parce que je sais qu'elle était contre. Donc je me dis que là, j'ai toutes mes chances de pouvoir rentrer à la Martinique. Et puis finalement, voilà. Et finalement, c'était un peu la douche froide. Elle m'impose. Elle me dit absolument pas. Il est hors de question que tu rentres. Vous avez aussi, au cours de votre carrière, donc, joué longuement aux États-Unis. Hein. Vous avez fait partie de la WNBA. Est-ce que ça, c'était le Graal tant convoité? Alors, je vous pose la question parce que c'est vrai que pour les passionnés de basket, on se dit toujours que la NBA, voilà, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus performant. Est-ce que vous-même, en tant qu'athlète professionnel, vous l'avez vécu comme ça? Oui, absolument. Absolument, parce que je grandis ici à la Martinique. Je suis beaucoup plus influencée par les Amériques que par la France. D'ailleurs, je me rappelle, toutes mes coéquipières pouvaient citer des noms de basketteuses françaises, et moi, ce n'était pas du tout le cas. Je n'avais pas cette culture française. Et par contre, moi, ma référente, c'était Lisa Leslie. Et donc, je regardais beaucoup en magazine tout ce qui se passait là-bas. Et donc, quand moi, je deviens pro, je veux absolument retrouver la WNBA. C'est une mentalité différente aussi en termes d'entraînement et de pratique qu'en France? Oui, je voulais découvrir la culture américaine, je voulais aussi découvrir le basket américain, et c'est vrai qu'il est complémentaire au basket européen parce qu'il est beaucoup plus individualisé, donc il permet davantage à ce que ses membres puissent gagner en compétences, contrairement au basket européen qui est beaucoup plus collectif, donc oui, on va pouvoir jouer ensemble, mais donc complémentaire, mais pour moi c'est un passage obligatoire. En parallèle, vous devenez aussi très rapidement une référence au sein de l'équipe de France. Vous avez été d'ailleurs médaillée de bronze aux JO de Tokyo en 2020, Melinda l'a dit. Vous êtes à ce jour la meilleure marqueuse des Bleus. Vous avez aussi été leur capitaine pendant une quinzaine d'années. Et pourtant, on va revenir sur les JO de Paris 2024. Vous n'avez pas fait partie des joueuses sélectionnées. Vous avez d'ailleurs décidé de mettre un terme à votre carrière professionnelle à l'issue de cette décision. Ça a été un véritable coup dur? Alors, c'était un choc. C'est sûr que je ne m'y attendais absolument pas parce que on ne m'avait jamais préparé à cela. C'est-à-dire que tous les discours que j'avais reçus, c'était rendez-vous à Paris 2024. Donc, disons que si leurs besoins étaient plutôt clairs d'entrée de jeu, moi, je me serais aussi préparée à cela et il n'y aurait pas eu de problème émotionnel, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été sélectionnée? Alors qu'on vient de le dire, votre palmarès est impressionnant. Vous êtes à ce jour la meilleure marqueuse des Bleus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais vous dire ce qu'on m'a dit. Après, est-ce que c'est forcément la vérité? Je ne pourrais pas le dire. Mais c'est sûr que ce qu'on m'a dit, c'est que je ne faisais plus partie du plan de jeu de l'équipe. Voilà ce qu'on me dit. Ça fait mal de recevoir cette... Ça fait mal de le recevoir. Et surtout que je ne le comprends pas. Parce que l'été qui précède, on avait des championnats d'Europe. Et je suis la meilleure joueuse de l'équipe. Je suis distinguée par... je reçois une distinction par la FIBA, la Fédération internationale de basket. Donc, mes performances étaient toujours au plus haut niveau et mon apport était clair. Parce que c'était le même groupe qu'on avait en 2023,
en 2024, à quelques changements près. Donc, je ne le comprenais pas, parce que je me dis, bon, du coup, ce n'est pas ma performance. Et puis, bon, j'ai peut-être compris aussi autre chose, que c'était peut-être un peu plus humain, ou... enfin, bref. Mais disons qu'il fallait que je l'accepte pour pouvoir passer à autre chose. Et je l'ai fait. Comment ont réagi vos coéquipières? Elles étaient choquées. Elles étaient toutes choquées, elles m'ont appelée, elles m'ont dit « Sandrine, on ne comprend pas cette décision, on n'a pas été consultée non plus. Courage ». Enfin, après, j'ai effectivement du soutien. On fait un petit peu de fiction, pardon, mais vous pensez que ça leur a aussi coûté la médaille d'or? Je ne peux pas le dire et je ne peux pas y répondre. Est-ce que du coup, ça fait que votre carrière si belle se termine sur une note amère, ou est-ce qu'on arrive à passer outre et à ne retenir que le meilleur? Je passe outre. Oui, je passe outre. Alors déjà parce que j'avais décidé d'arrêter ma carrière après Paris 2024. Donc au final, être prise ou pas n'a pas impacté ma décision. Ça, il faut aussi le dire. Mais non, je passe outre parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Je n'ai pas décidé de ne pas faire Paris 2024. Je le subis. Mais c'est OK pour moi. Vous avez une carrière exceptionnelle. Si vous pouviez repartir de zéro, est-ce que vous feriez exactement les mêmes choix? Oui. Ah oui, oui, clairement. Vous n'avez pas de regrets du tout? Non, non. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on me demande, Sandrine, alors, est-ce que tu n'as pas envie de revenir sur les parquets? Est-ce que ça ne te manque pas? Et je dis que non, ça ne me manque pas. Je n'ai pas de regrets. J'ai fait le tour de l'industrie. J'ai joué quasiment partout. J'ai gagné aussi partout. Enfin, je pense que c'est ça, en fait. Cette expérience, cette carrière qui est aussi complète m'a aidée à pouvoir être très sereine avec mon départ. Votre parcours, comme celui d'autres sportives martiniquaises qui brillent hors de ses frontières, est-ce qu'on peut dire que ça fait résolument de la Martinique aussi une terre de championne? Tout à fait, mais pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût. On a beaucoup de talent ici. Justement, qu'est-ce qui manque, selon vous, aux Antilles pour que d'autres jeunes pousses puissent suivre vos traces? Il faut des personnes engagées. Voilà, il faut des personnes engagées. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été orientée par Saint-Ange-Vébob, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui a été vraiment un ancien joueur de basket et qui a tout donné en fait pour la Martinique. Il a fait partir de nombreux talents vers la France. D'autres ont réussi, d'autres ont moins réussi, mais sincèrement, il faut ça en fait, des personnes engagées qui pensent à l'humain, qui pensent aux jeunes, qui veulent vraiment les aider, et parce qu'ils ont un talent et pas juste occuper un poste. Et bien sûr, je ne vise personne, mais c'est juste que je pense que ça manque. Vous parlez du staff, certains parlent aussi des infrastructures qui manquent de l'organisation globale, qui rendent très compliqué l'exercice du haut niveau. Je sais pas, je sais pas. Enfin, cette semaine, j'étais sur le camp de ma nièce qui évolue à un petit niveau amateur, elle a 9 ans. Ils étaient sur un playground et c'est vrai que le coach me disait waouh, ce ne sont pas des conditions pour les jeunes, elles sont sous le soleil et tout. Et moi je dis mais moi à mon époque c'était pareil quoi. Quand j'avais 9 ans, je n'étais absolument pas dans un gymnase pour m'entraîner. Donc je ne sais pas si c'est un frein. Je ne suis pas convaincue, je ne pense pas. C'est vraiment le staff, l'encadrement tout à fait. Qui est décisif. C'est l'encadrement. Il faut aussi que l'encadrement s'adapte à notre ère, parce qu'avant, nous n'avons pas autant de distractions. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vrai que nous avons des jeunes qui pensent différemment d'il y a 30 ans. Donc, il faut aussi s'adapter à cela. Et je pense qu'il y a parfois aussi un décalage. Parfois, les bénévoles, parce que ce sont des bénévoles qui coachent nos jeunes, sont des bénévoles quand même beaucoup plus matures. Donc, par exemple, ils ont 50 ans. Et je trouve que peut-être que leur acquis ne correspond pas forcément avec notre jeunesse et leur façon de penser. Et vous êtes absolument sûre et certaine que vous ne reviendrez jamais sur un parquet, ou en tout cas peut-être pas à un haut niveau professionnel, mais... Pour jouer. Vous allez réussir à savoir rester éloigné alors que... Eh bien, absolument, oui, oui. Mais vous dites que vous êtes allé sur le camp de votre nièce, vous n'avez pas touché le ballon? Oui, enfin, toucher le ballon, c'est une chose. Oui. Je le touche quand, par exemple, là, j'étais avec une télé pour pouvoir faire un petit reportage avec mon père. Donc, oui, je vais le toucher, je vais jouer. Mais ça ne me manque pas. Et non, j'ai pas envie, forcément, non. À part si Bernard Arnault m'appelle pour faire un match, il n'y a pas de problème. Vous vous êtes préparé comment, justement, à cette fin de carrière? Ah ben, justement, ça s'anticipe.
ça s'anticipe. Il faut minimum 5 ans pour pouvoir bien préparer son après-carrière, que ce soit pour bien comprendre ce qu'on veut faire par la suite, parce que c'est vrai que vivre de sa passion, parfois on ne sait pas trop ce qu'on aime d'autres. Donc il faut le découvrir, il faut vraiment faire une introspection pour mieux s'orienter par la suite. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de dépression et de suicide des sportifs après leur carrière. Et on va en parler justement dans la troisième et dernière partie de cette émission, Sandrine Gruda. Vous allez nous dire comment vous avez réussi à amorcer après cette carrière de haut niveau. À tout de suite.